Voilà, on laisse les derniers participants s'installer. Vous êtes nombreux pour assister à la 3e session du programme Geek. Je vais maintenant vous présenter un personnage influent de la toile, passionné de web, passionné d'ergonomie, passionné de marketing, des réseaux sociaux, de design. J'en oublie pas, non? Fred Cavazza est aussi l'auteur d'un certain nombre de blogs. Parmi eux, il y a notamment un des blogs les plus suivis en France, fredcavazza.net. Il nous fait le plaisir d'être présent avec nous aujourd'hui, habillé en geek. Merci Frédéric. Et il va nous livrer ces dernières réflexions autour des nouveaux usages, des nouveaux devices, des nouvelles façons également d'interagir avec son iPhone par exemple. Et on va lui laisser la parole. Le thème de sa session, c'est réinventer l'expérience utilisateur en contexte mobile, social et tactile. Je vous demande d'accueillir Frédéric Cavazza. Merci. Merci. Alors avant de commencer, juste 2 mots sur moi et sur ma façon de travailler. Donc, je travaille dans les milieux du web depuis 12 ans. Le web, c'est ce que je fais bien, ça tombe bien parce que c'est la seule chose que je sais faire. Aujourd'hui, je suis consultant indépendant. Ce que je vais vous présenter, c'est en gros ma réflexion. Sachant que moi, je ne suis pas Forrester, je ne suis pas le BCG, je ne suis pas Nielsen. Ma réflexion, elle est avant tout basée sur de l'expérience terrain et sur de l'intuition. Okay ? Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est essayer de prendre du recul par rapport à des technologies, des innovations dont on parle beaucoup en ce moment. Les smartphones avec l'iPhone, avec Android, l'iPad, Facebook et ainsi de suite. Donc toutes ces choses dont on entend encore une fois parler vraiment tous les jours, mais même plusieurs fois par jour, ce que je vous propose, c'est d'essayer de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qu'on entend dans les médias ou dans la presse spécialisée ou dans les blogs, et d'essayer de voir donc, concrètement qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire à partir de maintenant et pour les années à venir. Alors première chose, pour moi, il y a vraiment une triple révolution qui s'est passée sur les 10 dernières années. À gauche, on a grosso modo ce que l'on faisait de l'Internet il y a une dizaine d'années, à savoir, je consulte un portail traditionnel, exemple Yahoo ou MSN, sur un ordinateur de bureau avec un écran, de préférence à tube cathodique, avec un clavier, une souris et ainsi de suite. À droite, on a en gros le mode d'usage de l'Internet qu'on a aujourd'hui en 2010, c'est-à-dire un type dans le bus qui consulte Twitter ou Facebook sur un iPad, donc sur une interface tactile. Et pour moi, ces 2 photos, ça représente bien l'évolution qu'on a eue sur ces 10 dernières années, encore une fois, à la fois sur les terminaux en eux-mêmes, sur les modes d'interaction qu'on a avec ces terminaux et sur les services et les contenus que l'on consomme. Cette triple révolution, elle va avoir un impact, elle va apporter déjà d'une part des nouvelles contraintes. Pourquoi? Parce que plus de terminaux, ça veut dire plus de soucis d'affichage et de particularités. Ça va être également des nouvelles attentes de la part des utilisateurs et des clients. Ça va être des nouvelles opportunités pour les marques, pour les distributeurs, pour les éditeurs de contenu, et ça va être aussi des nouvelles concurrences, notamment pour des acteurs de niche qui vont aller titiller des gros acteurs en place avec somme toute peu de moyens, mais de très bonnes idées. Chose importante, et c'est le premier enseignement de mon discours, c'est de dire que cette révolution, elle concerne tout le monde. Quelle que soit l'industrie ou le secteur d'activité sur lequel vous travaillez, quelle que soit la taille de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, tout le monde est concerné et surtout tout le monde a sa chance de faire partie de cette triple révolution. On va commencer avec la révolution des terminaux, donc ces fameux devices qui sont le premier facteur, on va dire, de révolution. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, les ordinateurs, ils ont beaucoup évolué sur les 10-15 dernières années. On a supprimé l'unité centrale, on a supprimé les fils, on a essayé de réduire la taille des claviers, des écrans. Au niveau des ordinateurs portables, on les a rendus fins, super fins. Aujourd'hui, on ne peut pas faire plus fin que le MacBook Air. On ne peut pas faire plus stylé que la souris Microsoft Arc ou autre. Donc on est vraiment au bout du cycle d'évolution des ordinateurs. Les ordinateurs traditionnels tels qu'on les a connus, avec un écran, avec un clavier et avec une souris, on est au bout, ça ne pourra pas évoluer plus que ça, du moins pas beaucoup plus. Ce qui veut dire que les grosses évolutions, on va devoir aller les chercher ailleurs. Ailleurs, ça veut dire qu'on va supprimer le clavier, ça veut dire qu'on va revoir l'affichage, ça veut dire qu'on va revoir également les modalités d'interaction. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la montée en puissance des terminaux alternatifs, les iPhones, les iPads et ainsi de suite, les e-books.
Ce qu'on constate aujourd'hui également, c'est que l'évolution, elle ne s'arrête pas, elle est continue. Là, par exemple, on a 3 branches d'évolution, les ordinateurs, les téléphones et les lecteurs de livres électroniques. Concernant les ordinateurs, on est passé des laptops traditionnels aux ultra-portables, aux netbooks. Concernant les téléphones, on est passé des téléphones de base aux smartphones avec clavier, aux smartphones sans clavier. Aujourd'hui, en 2010, on parle d'une fusion de ces 2 branches, donc smartphone et netbook, pour donner des smartbooks faciles. C'est-à-dire que c'est plus petit qu'un netbook, mais plus connecté qu'un smartphone. C'est ce qu'on prévoit pour 2010-2011. La suite, on ne sait pas encore. Pareil pour les e-readers, on les a rendus plus petits, plus autonomes, avec une meilleure résolution. Si on fusionne les deux, smartphone et e-reader, on obtient les touchbooks, comme l'iPad, avec la possibilité de consommer des livres électroniques, mais qui sont également connectés à Internet, donc on peut télécharger des choses, et ainsi de suite. Comment est-ce que tout ça va évoluer? Aujourd'hui, on ne le sait pas. On ne le sait pas parce que le marché n'est pas figé, et surtout parce que les technologies ne sont pas figées, mais aussi parce que les attentes ne sont pas figées. Concrètement, personne en 2009 n'a dit « bon, l'an prochain, je vais acheter un iPad, donc il faut qu'il ait cette forme-là, qu'il ait tel système d'exploitation. » Non, là c'est l'innovation qui drive le marché, les attentes et le business. Et aujourd'hui, où est-ce que l'innovation nous mène? Aujourd'hui, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, on verra bien ce qui va se passer. L'appropriation de ces nouveaux formats de terminaux, elle va avoir un impact sur les attentes des consommateurs. Ça, c'est ce qui arrive quand on confronte un outil informatique qui était à la base prévu pour travailler vite et bien, au quotidien du grand public qui a d'autres aspirations que de travailler vite et bien. Notamment, on va abandonner cette course à la puissance des microprocesseurs pour s'intéresser plus à l'autonomie. Aujourd'hui, on a des netbooks qui ont 10-12 heures d'autonomie, on a des smartphones qui tiennent presque une semaine, et ça, c'est quelque chose auquel on apporte beaucoup d'importance. Aujourd'hui, on a également de l'importance qui est donnée à la mobilité des terminaux en eux-mêmes, c'est-à-dire que oui, on sait qu'aujourd'hui, on a des claviers qui sont super ergonomiques pour ne pas se fatiguer quand on travaille 15 heures dessus. Ça, c'est chouette, mais est-ce que mon clavier, je peux l'emporter dans ma cuisine quand je fais une recette? Pas forcément. Pas forcément. Donc ce côté, vous avez un ordinateur qui prend de la place, qui est parfaitement ergonomique, vous pouvez travailler dessus 20 heures d'affilée, c'est bien, mais si je ne peux pas l'emporter avec moi, ça ne me sert pas à grand-chose. Troisième évolution, c'est également dans l'esthétisme. Regardez en bas à gauche, on a typiquement les applications telles qu'on les a connues avant. On a Outlook pour la gestion des contacts, on a le Outlook aussi pour la gestion des calendriers. Regardez aujourd'hui en version 2010, ce qui se fait avec l'iPad, c'est grosso modo la même chose. On gère des contacts, on gère des calendriers. Par contre, c'est chouette. On a de la couleur, on a une représentation qui est plus proche de la réalité. On a vraiment un souci d'esthétisme et ça fait la différence. Parce que ces applications-là, elles font rigoureusement la même chose que ce qu'on faisait il y a 10 ans. Par contre, là, waouh, c'est beau. Et ça plaît et ça fait vendre. Okay. On a également des nouvelles cibles qu'on va pouvoir toucher avec ces nouveaux terminaux-là, notamment les ados. Pourquoi? Parce que si vous avez 4 ados à la maison, payer 4 ordinateurs, ça ne le fait pas, c'est trop cher. Par contre, payer 4 netbooks ou 4 smartphones, oui, c'est possible. On a également des pré-ados qui vont potentiellement avoir aussi leur équipement informatique à eux, avec une couche de sécurité pour être certains qu'ils ne vont pas être exposés à tout et n'importe quoi sur la toile. Mais potentiellement, un ordinateur à 150 $ pour un pré-ado, ça peut le faire. On a également des seniors qui, juste à présent, étaient confrontés à la barrière d'apprentissage de l'outil informatique. Offrez un iPad à votre grand-père ou à votre grand-mère, tout de suite, pour lui, c'est plus simple, parce qu'il peut parcourir les photos et ainsi de suite. On a également les tiers-mondes qui vont pouvoir s'informatiser, on va dire, avec des terminaux qui sont moins chers et qui sont plus simples à appréhender. Tout ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on ouvre des nouveaux marchés en ciblant des tranches de population qui, jusqu'à présent, étaient confrontées à des barrières à l'équipement, soit parce que c'était trop cher, soit parce que c'était trop compliqué à appréhender. Tout ça, toutes ces barrières-là, on les a fait sauter. Et du coup, on augmente mathématiquement la taille de la population cible. Tout ça, ça fait que beaucoup de choses vont changer, et ma foi, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose parce que ça redistribue les cartes, et encore une fois, ça donne, on va dire, une chance à n'importe qui. N'importe qui a de bonnes idées, sous-entendu. Deuxième facteur d'évolution, c'est la révolution sociale. Donc,
Je ne vous fais pas le pitch sur les médias sociaux, YouTube, Wikipédia, Facebook, Twitter et ainsi de suite. Ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment en 5 ans, ils ont pratiqué un hold-up sur l'audience. C'est qu'ils ont arrivé à accumuler un nombre d'utilisateurs et une audience en termes de nombre de connexions et de temps de connexion qui est vraiment phénoménal et qu'on ne peut pas aujourd'hui ignorer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas nécessairement un affrontement entre les anciens médias et les nouveaux médias. C'est que les médias traditionnels, ils ne sont pas cons, eux aussi, ils évoluent. Donc on a des portails de chaînes de télévision qui ont des TF1 et vous, créez votre profil, commencez à échanger des impressions, des commentaires sur les programmes. On a des sites de radio comme RTL où les animateurs vedettes ont leur blog. On a des sites de news comme Libération qui permettent de créer son profil, de noter, de commenter et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de confrontation entre les anciens et les nouveaux médias, on est d'accord. C'est vraiment des pratiques sociales qui sont empruntées et qui s'échangent entre anciens et nouveaux. On a également des pratiques sociales, des interactions qui vont se diluer petit à petit un petit peu sur tous les sites. Illustration avec des bouts de code qui sont proposés depuis, qui étaient proposés déjà l'an dernier, mais ça s'est intensifié en 2010, notamment chez Facebook ou chez Twitter. Ils donnent la possibilité d'incruster donc des petits bouts de code dans n'importe quel site pour faire en sorte qu'on puisse retrouver de l'information qui, en théorie, appartient à Twitter ou à Facebook, dans votre site web. Là, par exemple, si vous passez votre souris sur un nom d'utilisateur, on va faire apparaître une petite carte de visite. Ça, c'est des informations qui viennent de Twitter, mais qui sont disponibles sur n'importe quel site. Idem, Facebook donne la possibilité de dire vous insérez un petit bout de code dans votre site et tous ceux qui ont une session ouverte sur Facebook, eh bien, je vais aller taper dans leur graphe social pour remonter l'activité des amis, pour remonter la recommandation des amis. Donc là, typiquement, on a du contenu qui est en provenance des plateformes sociales, qui va s'exporter sur tous les sites web de la toile. À l'inverse, on a également tous les sites web de la toile sur lesquels on va poser, encore une fois, des fonctionnalités, soit la possibilité de tweeter des choses, soit la possibilité de dire j'aime, j'aime pas, et qui vont être rapatriés sur les plateformes sociales, notamment dans le flux d'activité. Donc là, on a de l'activité qui est sur le web, qui est rapatriée vers les plateformes sociales. Okay. Donc ce n'est pas le contenu qui est sur les sites de contenu et les discussions et les interactions sociales qui sont sur les plateformes sociales, c'est un peu des deux, en fait tout se mélange. Il n'y a pas de fracture nette entre les deux. Ce n'est parce qu'il y a du bon contenu ailleurs que ça génère des conversations sur les plateformes sociales ou même directement là où est le contenu. Et ce n'est pas parce que, on va dire, il y a des interactions sociales sur la plateforme qu'elles ne sont pas visibles ailleurs sur les sites de contenu. Les deux se mélangent. Deuxième enseignement important par rapport à toutes ces interactions sociales, c'est qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Je n'envisage pas un futur où on va dire « Bon, écoutez les gars, les blogs c'était bien, Facebook c'était bien, maintenant vous me fermez vos blogs, vous fermez vos profils, tout ça, et puis vous retournez sur MSN et sur Yahoo, et puis voilà, c'était bien comme ça avant, on va laisser tomber. » Non, c'est pas possible. On a ouvert la boîte de Pandore. Aujourd'hui, les internautes, c'est ancré dans leurs habitudes de s'exprimer, de donner leur avis. Peut-être pas forcément de rédiger un article gigantesque, mais au moins de dire, voilà, je commente, j'aime, j'aime pas, je partage, j'expose mon profil. Tout ça, c'est ancré dans leurs habitudes, et on ne pourra pas leur enlever. Puisqu'on a des terminaux qui ont évolué, puisqu'on a des pratiques sociales qui se sont intensifiées, qui se sont diluées sur toute la toile, qu'est-ce qu'il faut faire quand on édite un service ? Il faut penser quelque part à adapter ce service, en gros, à ce nouveau contexte d'usage et essayer de réinventer l'expérience utilisateur. Réinventer l'expérience utilisateur, ça veut dire, notamment pour une marque, faire preuve de plus de transparence et de proximité. Donc là, prenons l'exemple de Free, qui a ouvert un compte dans Twitter et qui dit, voilà, j'essaye de repérer qui sont les utilisateurs mécontents ou les utilisateurs en difficulté, et j'essaye, dans la seconde, dans la minute, de leur venir en aide pour faire en sorte qu'ils soient, on va dire, pris en charge au plus vite. Et tout ça est visible au grand public. Donc, rapidité, proximité. On a également la SNCF qui ouvre un espace de dialogue en disant si vous deviez réinventer le train de banlieue et autres, quelles sont vos suggestions ? Donc là, une belle preuve de transparence de la part de la SNCF sur son site Opinion et Débat. On a aussi des choses comme ce blog-là, Beauty Swatch, où c'est
une blogueuse donc, qui parle de produits de beauté du quotidien, mais plutôt que de dire bah, je parle d'un produit, elle le montre et elle les essaye sur elle. Donc dès qu'elle a du rouge à lèvres, elle s'en tartine les bras, elle s'en met sur les lèvres et elle se prend en photo. Donc c'est vraiment une personne du quotidien, c'est pas un mannequin qui a été retouché dans Photoshop et ainsi de suite. Là on a encore une fois beaucoup de proximité et de transparence. Et ça c'est important parce que ces nouveaux outils d'expression, de communication, d'interaction sociale, elles offrent, on va dire, un schéma complètement différent par rapport aux campagnes de communication qu'on a, on va dire, sur les médias traditionnels. Si vous regardez par exemple la pub de Dior, qui est une très très belle pub avec Audrey Tautou, qui va dans l'Orient Express et ainsi de suite, bah, tout ça c'est bien, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. La vraie vie, c'est plutôt ça. Et ça fonctionne bien, et les internautes aiment et en redemandent. Autre évolution dans l'expérience utilisateur aussi, pour les éditeurs de sites, c'est essayer d'injecter un peu plus de ludique dans les modalités d'interaction. Ça, ce sont des choses qui sont directement héritées des jeux vidéo. Les jeux vidéo, ça fait quand même 30 ans, même un petit peu plus que ça existe, et que ça fonctionne bien et qu'on arrive à bien maîtriser et pour lesquels on a de l'habitude. Donc qu'est-ce qui se passe? On retrouve par exemple sur les services comme celui-ci, Next Stop, qui est une communauté de voyageurs, un principe de petits points à collecter, de petits badges, en disant bah, plus je fais des comptes rendus de voyage intéressants, plus je récolte des petits diamants, plus je récolte des points d'expérience, et ainsi de suite. Donc là, ce n'est pas Mario qui va récupérer des étoiles d'or, mais pas loin. Pas loin, parce que chaque utilisateur a son profil où il peut afficher sa progression, ses capacités, son niveau d'expérience dans chaque branche de capacité, et ainsi de suite. Ça, c'est directement hérité des jeux de rôle avec les capacités des personnages. Autre exemple d'aspect ludique, sur ce site-là, The 61, qui est un site de découverte musicale. Eux, ce qu'ils font, c'est plutôt que de dire bah, vous voulez écouter de la musique? Ok, quelle musique? Bam, un moteur de recherche en pleine tête, et bah, vas-y, recherche la musique que tu veux écouter. Bah, je sais pas, c'est un site de découverte musicale, faites-moi découvrir de la musique. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un principe de quête. Donc, vous créez un profil, et on vous dit, bah voilà, la quête du jour, c'est aller découvrir 5 chansons de blues, ou aller découvrir 5 artistes inconnus, ou aller vous trouver 5 copains. Et comme ça, plus vous faites de quêtes, plus vous accumulez des points d'expérience, plus vous accumulez des petits cœurs qui vont vous servir à noter des artistes que vous allez écouter. Donc encore une fois, là on a des pratiques qui sont directement héritées des jeux de rôle pour pouvoir apporter autre chose, une expérience utilisateur qui soit un peu plus immersive et surtout des leviers de fidélisation qui soient un peu plus intéressants pour les internautes. Là où un Deezer vous dit bah, vas-y fais ta playlist ou casse-toi, voilà, c'est ce que dit Deezer, eux disent ben non, là vous avez tous les jours une quête à accomplir et accumuler de l'expérience et servez-vous de vos points d'expérience pour faire évoluer votre personnage, puisque un profil, c'est ce que c'est en fait, c'est un avatar, c'est un personnage. Voilà. Autre moyen également de faire évoluer l'expérience utilisateur, ce sont les interfaces naturelles. Les interfaces naturelles comme par exemple le bureau 3D, BumpTop, qui a été racheté par Google, où on peut mettre des stickers sur les murs à droite à gauche, où on peut essayer d'assembler les fichiers comme ça en faisant des piles. C'est également la voix, sur l'iPhone ou sur Android, donc la possibilité de dicter des commandes qui vont être exécutées avec la voix. C'est aussi la possibilité de faire des gestes devant sa console de jeu pour conduire une voiture ou pour, on va dire, faire un match de tennis. Tout ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça facilite grandement la prise en main de l'outil informatique. Parce qu'un smartphone, une console de jeu, c'est ni plus ni moins qu'un outil informatique évolué. Et là, l'intérêt, c'est de se dire, on va essayer d'exploiter les gestes du quotidien, donc que tout être humain fait, parler, bouger, pour pouvoir faire en sorte qu'il apprécie mieux l'expérience d'utilisation de sa console. Plutôt que d'essayer de prendre en main ces manettes de jeu super compliquées, où il y a 2 sticks, des boutons dessus, dessous, sur la tranche, sur les côtés, plutôt que de dire, eh ben, va fouiller dans le menu de ton smartphone. Non, là, j'appuie sur le bouton central, je dicte ma commande et c'est parti. Donc on a comme ça un apprentissage de l'interface qui est beaucoup plus simple. Encore une fois, dans ce domaine-là, tout est à revoir et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça redistribue les cartes et parce que ça permet à des petits acteurs d'émerger par rapport à des plus gros. Donc concrètement, puisque j'imagine dans la salle, il y a des concepteurs de sites web, des éditeurs de services, des représentants de marques, bah, grosso modo, qu'est-ce que ça va faire tout ça? Donc l'iPhone, l'iPad, Facebook et ainsi de suite. Bah,
Concernant les interfaces mobiles, le premier impact, ça va être sur l'affichage. Pourquoi? Parce que des smartphones, il y en a un certain nombre. Il y en a qui ont différentes tailles d'affichage. Il y a aussi à prendre en compte le format d'affichage. Est-ce que c'est en paysage? Est-ce que c'est en portrait? Il y a la résolution dont il faut tenir compte. Il y a aussi les possibilités de saisie, avec des claviers qui sont différents en fonction des terminaux. Et il y a aussi la donnée de géolocalisation, puisque maintenant les smartphones ils sont capables de savoir où vous êtes. Donc est-ce que tel éditeur de contenu ou tel fournisseur de services peut adapter son offre en fonction de l'endroit où on se trouve? Peut-être. Concernant les interfaces tactiles, il y a plusieurs impacts. Le premier, ça va être l'appréhension du multitouch par les utilisateurs. C'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas de convention, donc comment est-ce qu'on va faire? On va observer la concurrence et on va essayer de faire en sorte que pincer, ça veut dire rétrécir, que mettre deux doigts et tourner, ça veut dire faire pivoter. On va essayer de faire en sorte d'utiliser à peu près les mêmes choses pour ne pas perdre l'utilisateur en cours de chemin. On va avoir un autre impact également pour les interfaces tactiles, c'est la précision. C'est qu'avec une souris, on est précis. Je me dépêche. Avec le doigt, on n'est pas précis du tout. Et avec des gros doigts comme les miens, c'est encore pire. Donc attention quand vous concevez un site web pour tablette, pour multitouch, attention à ne pas rapprocher les éléments cliquables entre eux, sinon on va cliquer sur deux choses en même temps. Autre impact également, c'est les problèmes de compatibilité. Oui, j'ai entendu. C'est les problèmes de compatibilité, c'est qu'aujourd'hui, on est en plein retour en arrière, on est en train de concevoir des sites web pour l'iPad. Et ça, c'est une catastrophe et il faut lutter contre ça parce qu'on revient en gros dans une situation dans laquelle on était il y a 10 ans. Voilà. Pour les interfaces sociales, il va y avoir 3 impacts. Le premier, c'est l'identification ou l'authentification, tout dépend comment on l'appelle. C'est donc donner la possibilité aux internautes de s'authentifier sur un site, quelle que soit la méthode qu'ils utilisent. S'ils ont un profil à droite et à gauche, laissez-leur la possibilité de le faire avec le profil qu'ils souhaitent. C'est également la modularité. Donc, vous avez du contenu, donnez la possibilité de partager, tweeter, voter, commenter, exporter et ainsi de suite. Où est-ce que je le mets sur ma page? Attention à ne pas saturer l'interface et à faire en sorte que le contenu soit noyé dans des boutons dans tous les sens. Et c'est également la possibilité d'importer un graphe social pour dire voilà ce que mes amis aiment chez Levi's et la possibilité d'exporter aussi j'aime, donc mes autres amis voient ce que je fais. Je me dépêche, il me reste 2 minutes, c'est ça. Par rapport à tout ce que j'ai dit sur les impacts, essayez de voir plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Donc oui, il y a des contraintes, mais c'est surtout aussi beaucoup d'opportunités qu'il faut savoir saisir. Concrètement, les marques dans tout ça, comment est-ce qu'elles vont faire? Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que, ça je l'ai dit au début, mais je le redis, toutes les industries sont concernées, que ce soit dans la distribution avec des systèmes de paiement mobiles, que ce soit dans la banque avec des systèmes d'échange d'argent entre smartphones, que ce soit dans les services, exemple avec le tourisme, que ce soit dans les télécommunications, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans la restauration ou autre. Il y a des opportunités dans tous les services, il n'y a pas de restrictions par rapport à ça. Tout le monde peut en bénéficier. Device Direct Invention, ça je vais très vite là-dessus, encore une fois, que ça soit sur smartphone ou sur iPad ou sur les smart frames, donc des petits endroits qu'on met dans la télévision ou même en termes de social. Aujourd'hui, on ne sait pas grosso modo qu'est-ce qui va fonctionner. Le mieux, c'est de regarder, de benchmarker et d'expérimenter à votre tour sur ce qui peut être intéressant pour vous. Je termine là-dessus, c'est ma dernière, s'il vous plaît, ne coupez pas la lumière. Il y a 3 défis aujourd'hui qu'il faut relever si vous voulez vous lancer dans, encore une fois, cette révolution mobile, tactile et sociale. Le premier, c'est le défi technologique, parce que les technologies ne sont pas figées et qu'il va falloir les appréhender. Exemple avec cette technologie d'encre électronique couleur Mirasol qui va arriver cette année et qui va changer beaucoup de choses. Le second défi, c'est le défi ergonomique. Comment je fais pour ne pas paumer mes utilisateurs en chemin et pour faire en sorte que ça ne les perturbe pas trop. Exemple avec Google TV, là c'est l'interface de recherche universelle, où je mets mes pubs là-dedans, parce que c'est quand même le fonds de commerce de Google. Aujourd'hui, ils n'ont pas la réponse, mais ils y travaillent. Et le dernier point, c'est un défi relationnel, c'est oui, je sais à tout moment où se trouve l'utilisateur d'un smartphone, oui, je sais ce qu'il aime, oui, je sais qui sont ses copains et ainsi de suite. Pour faire en sorte de ne pas l'effrayer et de garder la confiance, faites en sorte qu'il ait la main sur les informations qu'il vous donne et faites en sorte de ne pas briser ce lien de confiance entre vous et l'utilisateur pour qu'il puisse continuer à vous abreuver de ses goûts, de ses envies, de ses amis, de ses données de géolocalisation.
Ouf, vous n'y échapperez pas, encore une fois, ça concerne tout le monde, petit, grand, quelle que soit l'industrie. Voilà, merci de votre attention.